Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a reçu hier à Casablanca le président de la République populaire de Chine, son Excellence Monsieur Xi Jinping, qui effectue une courte visite au royaume. Une visite qui illustre la profondeur des relations d'amitié, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples marocains et chinois. Lutte antiterroriste, démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à Daesh. Constituée de 9 personnes, dont 3 s'activaient à Tétouan et Fnedr et 6 autres à Madrid, Ibiza et Ceuta. L'opération a été menée conjointement et de manière simultanée par les services sécuritaires marocains et espagnols dans le cadre de la coordination sécuritaire continue entre les deux pays. Maroc-France, les deux pays entament un nouveau chapitre dans leur coopération territoriale. Une délégation d'élus locaux et parlementaires français est en visite dans le royaume. Ils viennent partager leur expérience en gouvernance territoriale, une thématique qui a été au cœur d'une conférence tenue à l'université Ibn Tufayl de Knetra. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président du Conseil des ministres de la République libanaise, Najib Mikati, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain exprime ses sincères félicitations à M. Mikati et ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple libanais frère, dans la sécurité, l'unité et la stabilité. À cette occasion, Sa Majesté le roi a fait part de la solidarité absolue du royaume avec le peuple libanais frère pour assurer sa sécurité, sa stabilité et son unité nationale et réaffirme sa détermination à continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération constructive unissant les deux pays au profit des deux peuples frères et de la nation arabe. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a reçu hier soir à Casablanca le président de la République populaire de Chine, son Excellence Monsieur Xi Jinping, qui effectue une courte visite au royaume. Yasser El Hamdawi. Aéroport international Mohamed V de Casablanca hier soir. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a reçu le président de la République populaire de Chine, son Excellence Monsieur Xi Jinping, qui effectue une courte visite au royaume. À sa descente d'avion, le chef de l'État chinois a été ainsi accueilli par son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan. Par la suite, son Excellence Monsieur Xi Jinping a été salué par le chef du gouvernement, Monsieur Aziz Akhnouch, avant de passer en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Son Altesse royale, le prince héritier et le président chinois ont ensuite été salués par le wali de la région Casablanca-Stade, gouverneur de la préfecture de Casablanca, M. Mohamed Mhidia. Le président du conseil de la région de Casablanca-Stade, M. Abdelatif Mazouz, le gouverneur de la province de Noisser, M. Jalal Ben Hayoun, le président du conseil provincial de Noisser, M. Mohamed Selmani, et le président de la commune de Noisser, M. Abdelaziz Radi. Son Altesse royale le prince héritier et son Excellence Monsieur Xi Jinping ont également été salués par Monsieur Li Changlin, ambassadeur de Chine au Maroc, Monsieur Zhu Zisheng, ministre conseiller à l'ambassade de Chine, Monsieur Xia Qilin, attaché militaire près l'ambassade de Chine, et Monsieur Zheng Wei, conseiller économique et commercial à l'ambassade de Chine.
À l'entrée du salon d'honneur de l'aéroport, le chef de l'État chinois, qui est accompagné de toute une délégation, a été convié à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes. Cette visite illustre la profondeur des relations d'amitié, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples marocains et chinois à la faveur de la volonté commune des chefs d'État des deux pays, Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence Monsieur Xi Jinping, d'aller de l'avant pour la consolidation du partenariat stratégique sino-marocain scellé à l'occasion de la dernière visite du souverain en Chine en mai 2016. Après une brève pause au salon d'honneur, le cortège officiel s'est dirigé vers le lieu de résidence du président chinois dans la capitale économique du royaume. Et cet après-midi, le président de la République populaire de Chine, son Excellence Monsieur Xi Jinping, a quitté le Maroc au terme d'une visite courte au royaume. À son départ de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, son Excellence Monsieur Xi Jinping a été salué par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch avant de passer en revue un détachement de la marine royale qui rendait les honneurs. Maroc-Chine, un partenariat de longue date qui ne cesse de s'enrichir. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, les deux pays mutualisent depuis quelques années déjà leurs ressources dans des secteurs à fort potentiel et aspirent désormais à construire un avenir chargé d'opportunités. Une ambition affichée à la faveur de la visite au Maroc du président de la République populaire de Chine. C'est le reflet d'une coopération stratégique consolidée par la visite en Chine de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2016. Sophia Fekrout. Entre le Maroc et la Chine, une vieille amitié, une coopération stratégique et un partenariat fructueux. Les relations diplomatiques entre Rabat et Pékin remontent à 1958 et elles sont entrées dans une nouvelle phase en 2016. Cette année-là, la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Chine donne un nouveau souffle aux relations bilatérales. Le souverain et le président chinois Xi Jinping signent alors la déclaration conjointe concernant l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays.
Dans la foulée, plusieurs documents de coopération bilatérale sont paraphés. Ils concernent notamment les domaines financiers, industriels, culturels, touristiques, énergétiques et d'infrastructures. Avec à la clé, la création de plusieurs postes d'emploi dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Je dirais qu'il y a une dynamique ascendante constatée dans les relations bilatérales. On parle toujours de la visite historique en 2016 en Chine de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et après, l'autre coopération bilatérale a gagné en largeur et en profondeur. Alors, j'aimerais citer quelques projets concrets et réalisés au Maroc. Bien sûr, le projet Tangetech, un projet phare piloté par l'autre chef d'État, est entré en sa phase opérationnelle et aussi des entreprises chinoises sont venues, viendront au Maroc pour l'industrie automobile et aussi pour l'énergie renouvelable. Actuellement, les investissements chinois au Maroc atteignent environ 56 millions de dollars. Ils sont principalement concentrés dans l'industrie, le transport, l'immobilier, l'énergie et l'exploitation minière. Le royaume est devenu la principale porte d'entrée de la Chine vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Une place de choix confortée par une vision royale stratégique. C'est un travail que le Maroc est en train de faire depuis longtemps. Et grâce aux nombreuses visites effectuées par Sa Majesté le roi Mohamed VI à des pays d'Afrique, la Chine est maintenant consciente du rôle que joue le Maroc au sein du continent. Ça fait 3 ans que je suis au Maroc. J'ai l'occasion d'observer tout ce qui se passe dans ce pays, évidemment en parlant du leadership de Sa Majesté. Moi, je pense que ce leadership de Sa Majesté se manifeste à plusieurs niveaux. Et à titre d'exemple, durant ces 25 années de règne de Sa Majesté, le produit intérieur brut du Maroc a été multiplié par 4. Le Maroc est désormais occupe la 5e puissance économique de l'Afrique. Le Maroc est l'un des premiers pays d'Afrique et du monde arabe à rejoindre en 2017 l'initiative La Ceinture et la Route, lancée par Pékin. Une nouvelle ère de coopération. Car cette convention vise à favoriser l'accès au financement chinois pour la réalisation de projets d'envergure au Maroc et la facilitation des échanges commerciaux. Dossier du Sahara marocain, la République du Panama suspend ses relations diplomatiques avec la pseudo-RAST, conformément aux règles du droit international. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère panaméen des Affaires étrangères, soulignant que la République du Panama privilégie l'intérêt national et fidèle aux principes fondamentaux de sa politique étrangère, réaffirme sa conviction des objectifs et des valeurs qui guident le multilatéralisme et réitère sa volonté de continuer à soutenir les efforts déployés par le secrétaire général et la communauté internationale dans le cadre des Nations Unies en vue d'une solution pacifique, juste, durable et acceptable pour les parties concernées par la question du Sahara. Autre appui à la marocanité du Sahara, celui des États-Unis d'Amérique. Washington réaffirme par la voix de la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires du Proche-Orient son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution sérieuse, crédible et réaliste à la question du Sahara marocain. Une position mise en avant lors d'un point de presse donné à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Je vous propose d'écouter la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf. Les États-Unis continuent d'appuyer les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, dans la perspective de poursuivre le processus des négociations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable et définitive à ce conflit régional. Les États-Unis continuent également d'appuyer le plan marocain d'autonomie, le qualifiant de solution crédible, sérieuse et réaliste.
Clôture à Rabat aujourd'hui des travaux de la retraite du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sous la présidence marocaine. Un conclave de réflexion et d'échange sur l'état et le devenir du Conseil, mais également une occasion pour mettre en avant les efforts consentis en vue de la réforme des statuts du Conseil. Objectif, renforcer sa capacité d'adaptation aux défis émergents. Et développement avec Sophia Fkrout. La liste des participants à cette retraite du Conseil des droits de l'homme est longue. Ambassadeurs, représentants permanents des États membres du Conseil, coordonnateurs de groupes régionaux et politiques des Nations Unies, la présidente du comité de coordination des procédures spéciales, en plus d'ONG, partie prenante aux travaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une retraite à l'initiative de la présidence marocaine du CDH. Quant à l'ordre du jour, il est centré sur 3 priorités. D'abord faire son bilan depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 18 années. Deuxièmement, analyser, examiner son efficacité, la rationalité de ses travaux. Et troisièmement, explorer les voies et moyens de lui assurer un avenir encore plus important dans le cadre du système des Nations Unies dans sa globalité. La retraite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est une étape essentielle qui témoigne de l'engagement du Maroc dans la diplomatie multilatérale. Une diplomatie responsable, active et tournée vers l'avenir pour la promotion des droits de l'homme. Cela illustre aussi, si vous voulez, l'appréciation dont jouit le Maroc par rapport à sa politique dans le domaine des droits de l'homme, telle qu'elle a été voulue et dirigée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Les réformes que nous produisons chez nous au Maroc ayant donné leurs fruits, ils sont d'une certaine exemplarité, mais aussi la contribution du Maroc à tous les processus au niveau international sur les questions des droits de l'homme, les questions humaines de façon plus générale. D'autres questions ont été soulevées par le Royaume à travers sa présidence du CDH. Elles ont suscité des discussions extrêmement importantes sur des sujets tels que l'impact des changements climatiques, la sécurité sanitaire, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et l'égalité des genres. Autant d'éléments qui feront du bilan de la présidence marocaine un bilan très éloquent. Et en marge de la retraite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Turk. Lors de cette entrevue, Nasser Bourita et le responsable onusien ont examiné plusieurs questions d'intérêt commun, portant notamment sur la promotion et la protection des droits de l'homme. L'actualité nationale est marquée aujourd'hui par ce nouveau coup de filet antiterroriste mené conjointement par le Bureau central d'investigation judiciaire, relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire et le Commissariat général des renseignements de la police espagnole. Il s'agit d'un démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh au Sahel, cellule constituée de 9 membres, dont 3 s'activaient à Tétouan et Fnedq et 6 autres à Madrid, Ibiza et Ceuta. Un communiqué du BCIJ indique que les perquisitions effectuées au domicile des mis en cause dans le cadre de cette opération sécuritaire conjointe et simultanée ont permis la saisie d'armes blanches et de matériel informatique. Le tout sera soumis à l'expertise numérique nécessaire. Selon les enquêtes préliminaires réalisées, les mis en cause, dont des anciens détenus dans des affaires de terrorisme en Espagne, étaient imprégnés de la pensée de Daesh et tenaient des réunions à Ceuta et Tétouan dans le cadre de la planification et la coordination visant à commettre des actes terroristes au nom de Daesh, avant de rejoindre les rangs de la branche de cette organisation terroriste dans la région subsaharienne du Sahel. Le Maroc et la France raffermissent leur coopération territoriale. Une délégation d'élus locaux et de parlementaires français est en visite dans le Royaume. Au programme, plusieurs échanges avec leurs homologues marocains autour des expériences des uns et des autres en termes de gouvernance territoriale. D'ailleurs, une conférence s'est tenue ce matin sur cette thématique à l'université Ibn Tufayl de Knetra, qui a déjà des partenariats, notamment avec l'Association des élus de France. Iman Ablou, Yassine Mourafek, Ilal Chab. La diplomatie territoriale, des regards croisés, mais des préoccupations communes. Dans ce campus universitaire, devant l'élite de demain, il est question d'échanger autour des bonnes pratiques en termes de gouvernance des territoires.
Nous avons un certain nombre de sujets et d'enjeux sur lesquels nous pouvons travailler. Je sais par exemple que la gestion de l'eau est un sujet crucial pour le Royaume du Maroc. Eh bien, nous, élus locaux, dans nos collectivités territoriales, nous portons un certain nombre d'initiatives et nous avons quelques expériences prêts à partager avec les élus marocains. Et nos homologues aussi ont probablement des choses à nous apprendre. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que nous venons aujourd'hui sur le sol marocain pour dire à nos homologues marocains que nous sommes prêts à réenchanter la coopération décentralisée et à faire en sorte, eh bien, de continuer à consolider cette diplomatie des territoires qui a continué, même malgré les temps difficiles entre la France et le Maroc, eh bien, elle a continué finalement à perdurer. Nous autres, maires, présidents de département, présidents de région, nous sommes attentifs à continuer à assurer ces liens, eh bien, qui viennent consolider l'amitié entre la France et le Maroc. Ici, les débats sont concentrés sur un des leviers du développement durable, l'intelligence territoriale. Une approche novatrice qui s'érige comme une priorité des élus locaux du Maroc et de France. Un territoire intelligent, c'est un territoire qui intègre d'abord sa jeunesse, qui intègre de l'innovation et des parties prenantes. Fondamentalement, un territoire intelligent, c'est un territoire qui permet d'intégrer dans sa gouvernance son avenir. Et son avenir passe par ses enfants. Ses enfants, qu'ils soient plus jeunes, avec l'enseignement, le périscolaire, mais également sa jeunesse étudiante. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est très connectée. Elle utilise bien sûr les réseaux sociaux et les technologies, mais elle est très loin des sujets de gouvernance et de citoyenneté. Alors comment intégrer cette jeunesse dans nos systèmes, dans nos instances de gouvernance citoyenne? Un territoire intelligent va au-delà de l'utilisation des nouvelles technologies ou de l'intelligence artificielle ou des nouvelles techniques, je dirais, numériques pour la gouvernance d'un territoire, qui en fait sont vraiment importantes, mais il incarne également tout ce qui est processus d'innovation de la relation entre les décideurs, les politiciens et le citoyen dans une approche participative. Une approche participative qui met le citoyen au cœur de toutes les innovations. Le Maroc et la France ont en partage des défis communs dans le domaine de gouvernance territoriale. Il y a des élus en France, il y a des élus au Maroc, et d'avoir cette expertise locale qui permette d'échanger sur les difficultés que les uns et les autres rencontrent, et on se rend compte que finalement nos quotidiens se ressemblent. Et donc aujourd'hui d'avoir cette expérience de vue, cet échange, et puis de transmettre aussi à nos étudiants notre point de vue de l'autre côté de la Méditerranée, je trouve que c'est enrichissant pour justement renforcer nos liens entre nos deux pays. Il y a la coopération également sur la partie culturelle, parce que la culture c'est important, c'est ce qui permet de promouvoir les choses. Il y a tout un travail sur la partie éducation, sur l'intelligence, les smart cities, mais également comment améliorer la territorialisation, le développement de l'eau, le développement des transports, comment faciliter la vie socio-économique par exemple des jeunes ici. Il y a 100 000 jeunes dans cette université, vous vous rendez compte, c'est une ville à elle seule, cette université qui est en plein cœur du centre-ville de Kénitra. L'eau, en principe, est un bien commun et c'est vrai qu'il est important de pouvoir avoir cette gestion autant bien sur la qualité de l'eau, mais de l'accès de l'eau potable à tous. La qualité de l'eau et l'accès de l'eau pour tous, je pense que ça c'est un enjeu fondamental qui peut être un atout sur ces accords de co-développement territorial. Un co-développement dans le sillage d'un partenariat gagnant-gagnant, marqué du sceau de l'exceptionnalité. Avant de vous quitter, faisons un saut au Festival de culture et des arts de Rabat. Un événement qui fait la part belle à l'artisanat marocain, aux produits du terroir, aux œuvres picturales, à la création tout court sous toutes ses facettes. L'idée est de faire connaître au grand public le savoir-faire de nos maîtres artisans et le talent des artistes peintres marocains. Je vous laisse apprécier ce florilège de produits artisanaux qui reflètent la richesse du patrimoine national. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.